petite remarque sur cette introduction. D'abord, je suis extrêmement heureux de venir ici parmi vous, de vous parler de mon ouvrage, de vous parler de mon avoir quoi. Première remarque, vous dites que les bibliothécaires, pour eux, les mathématiques, c'est un monde un peu étranger. En revanche, à réciproque, je veux dire, les bibliothèques, ça fait partie de notre monde en mathématiques à un point que vous n'imaginez pas. Il n'y a pas de meilleur lieu de travail pour un mathématicien que les bibliothèques, à tel point que pendant longtemps, quand je demandais quel était mon endroit préféré dans le monde, je répondais la bibliothèque de l'Institut de mathématiques d'Oberwolfach dans la Forêt Noire. Une magnifique bibliothèque, on se sent vraiment comme chez soi. Deuxième remarque, pour ceux qui ne souhaitent pas gaspiller le bon argent à acheter l'ouvrage, je peux aussi faire dédicace sur papier libre. Voilà. Et je vais vous raconter une histoire, comment ça a commencé. Comment ça a commencé? Je vais faire remonter les choses à un dîner dans lequel je participais. J'avais été invité à un dîner à la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Dîner dont l'invité principal était Takeshi Kitano, un cinéaste japonais bien connu, dont j'ai découvert à cette occasion que c'était un féru de mathématiques. Il m'a expliqué que quand il avait un tournage un peu délicat, il prenait un bouquin de mathématiques pour se détendre. Et puis Takeshi Kitano donc était là, il y avait un certain nombre d'invités. Et puis à la table à côté de moi, il y avait un homme mince qui me regardait de temps en temps, l'air de se dire c'est celui-là, il a l'air bizarre. Il n'était pas, à l'époque, j'avais pas reçu la médaille Fields, je n'étais pas paru dans les journaux particulièrement. Et puis à la fin, il est venu au moment du dessert, il s'est assis à la place à côté, et il a expliqué, je suis Olivier Nora, je suis le patron d'édition Grasset. On m'explique que vous êtes mathématicien, que vous êtes bon en communication. Moi, j'aimerais bien vous convaincre de publier chez nous. Venez me voir pour en discuter. Bon. Et je suis allé le voir. Je suis allé le voir. Je suis assez fier de ça, parce que la réaction normale d'un mathématicien qui ont fait sur la proposition, c'est de dire oui, c'est très bien, je passerai vous voir, et puis de ranger la carte soigneusement dans un coin et de plus jamais la regarder. Et puis on a parlé d'ouvrages. J'ai dit que j'avais en tête de faire certains types d'ouvrages. Un ouvrage de vulgarisation, oui, je suis le spécialiste de l'entropie, je suis un de ceux qui connaissent le mieux le sujet, je peux vous faire un très beau livre sur l'entropie. Ah non, je m'en fiche complètement, c'est pas ça que je veux. Il m'a répondu Nora, et il m'a expliqué, moi je veux pas un livre qui parle d'institution, je veux pas un livre qui parle de vos mémoires, ça n'a aucun intérêt, vous êtes trop jeune. Alors, vous voulez quoi? Moi je veux un livre qui parle de ce que vous faites, quotidien. Et là, j'étais très embêté. J'étais très embêté, il disait, faites-moi un livre qui me permette d'entrer dans votre monde. J'étais très embêté. Je suis sorti du bureau en me disant que ce n'était pas possible, son affaire, et que je n'allais pas me mettre à expliquer, voilà ce que je fais le matin, ceci, cela, mes élèves, de temps en temps j'ai une conférence, de temps en temps je fais ceci, de temps en temps je publie, et ainsi de suite. Comment attirer les gens avec ça? Et puis, j'y réfléchis. Réfléchi. Et puis, 18 mois plus tard, à peu près, j'ai envoyé un manuscrit à Olivier Nora. Pour le coup, c'était après la médaille Fields, un bon moment après. Et à quelques retouches près, c'est le livre tel qu'il est paru. J'ai eu quelques petites retouches ici et là, mais puis il y a eu surtout le travail qui a été fait sur les illustrations. Mais à part ça, l'ouvrage avait quasiment sa forme définitive. J'avais beaucoup réfléchi. J'avais réfléchi au plan, j'avais réfléchi à la forme, j'avais réfléchi à ce qu'il allait y avoir, et ainsi de suite. Et avant de commenter en plus d'avance l'événement, je mentionnerai que l'ouvrage en 4 mois s'est vendu à plus de 40 000 exemplaires. En comparaison, mes ouvrages spécialisés en 10 ans, ils se sont vendus à 2000 exemplaires, quelque chose comme ça. Et c'est des bons ouvrages, je vous garantis. Et puis, ça m'a valu, cet ouvrage, il m'a valu des interviews, des passages télé, des passages radio, tellement d'invitations qu'actuellement, je pourrais faire des conférences publiques chaque jour de l'année. Et vraiment, une sorte de mouvement en chaîne, parce qu'un livre, c'est un moyen très efficace de communiquer avec les gens, beaucoup plus efficace que n'importe quelle émission télé ou n'importe quelle émission radio, et qu'il y a un respect du livre qui est resté extrêmement fort dans ce pays, ce qui n'est pas mal. Alors, avant de continuer, plusieurs remarques. Premièrement, si le jour de ce dîner à la Fondation Cartier, j'avais été malade, ou si Nora n'avait pas été là, tout simplement, il n'y aurait pas de livre. Il
faut, le projet n'avait aucune chance de se mettre en place sinon. L'idée que c'était important de parler de sa vie, de ce que je faisais, rétrospectivement, elle paraît peut-être comme une évidence, mais à l'époque, ça ne m'effleurait simplement pas. Et l'idée de le faire dans une collection littéraire, encore moins. Donc vraiment, cette rencontre, elle a été décisive. On voit sur cet exemple, des choses qu'on connaît bien dans toutes sortes de domaines et que je connais bien aussi en tant que mathématicien, une rencontre, ça peut changer le cours de votre vie, professionnelle ou personnelle, pour quelques années ou pour plus longtemps. Et il y a toute une problématique de repérer quand un hasard intéressant se produit, quand vous allez pouvoir l'exploiter, qui est considérable et qu'on connaît très bien aussi en recherche. Deuxième remarque, le pouvoir, l'importance de l'environnement dans la genèse des projets. J'y reviendrai un petit peu à la fin. Les projets, que ce soit en recherche ou que ce soit dans la vie, ils naissent pas parce que vous réfléchissez et puis vous décidez je vais faire ceci. La plupart du temps, ils naissent en interaction avec votre environnement. En l'occurrence, c'était environnement, on va dire, culturel parisien, le fait que je travaillais avec les gens de la Fondation Cartier sur un projet d'exposition mathématique et que je me retrouvais dans le même cercle qu'un éditeur littéraire qui était copain avec les gens de la Fondation Cartier, au sein d'un milieu qui, naturellement, était amené à se retrouver dans tel ou tel dîner. Ici, vous avez une problématique extrêmement importante aussi dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle, l'environnement dans lequel vous évoluez. Et les choses, elles ne sont pas toutes seules, elles se font avec vous en environnement. Ensuite, d'autres remarques, ce livre, il comblait un vide. C'est pour ça qu'il a été acheté beaucoup, c'est pour ça qu'il a suscité beaucoup de réactions, je pense. Il comblait un vide de la part du public, pêle-mêle, je dirais, parmi les sentiments qu'inspire la recherche et la vie du chercheur, il y a la curiosité. Qu'est-ce qu'ils font, ces chercheurs? On dit que c'est important, on leur donne de l'argent, on voit dans les journaux que des fois ils se mettent en grève et tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils font dans la vie, en vrai? Les gens étaient curieux, les gens sont parfois frustrés de ne pas comprendre de quoi il s'agit, et les gens ont le sentiment que c'est important, mais qu'ils ne savent pas vraiment de quoi il s'agit. On parle des fois, vous voyez, des fois des documentaires sur la vie des grands chercheurs, mais c'est quelque chose qui est un peu, comment dire, qui a été bien lissé, une histoire qui est bien racontée, et vous vous demandez, oui, mais dans la vie de tous les jours, comment ça se passe? Et puis, le fait que l'ouvrage prenait le parti pris de le raconter en bonne partie sous une forme émotive, ça faisait énormément pour donner de l'impact à la divulgation de cet ouvrage. Alors maintenant, je vais vous parler un peu plus du principe de l'ouvrage tel qu'il s'est dégagé peu à peu quand je réfléchissais au plan, au thème, à la formule et aux détails, au style. D'abord, le héros dans cet ouvrage, c'est pas moi, c'est un résultat mathématique. Ce petit décalage était important pour moi. Pas possible pour un chercheur de se mettre en scène sans avoir des remords ou le sentiment qu'on est en train de se livrer à un acte exhibitionniste. Donc, le véritable héros, comme je disais, c'est une idée mathématique, ou plutôt un agencement d'idées, un agencement de concepts. Au final, ça constituera un théorème qu'on va voir petit à petit se former. Sous l'action de ces deux principaux pairs, moi et mon collaborateur Clément Moreau, mon ancien élève, et puis il y a toutes sortes d'interactions qui aident à la création de cet objet. Le dernier chapitre, en un sens, correspond à la naissance. Ça peut paraître étrange de terminer par la naissance, mais c'est bien de cela qu'il est question. La naissance, pour un théorème, correspond à la publication. C'est le moment où on va dans le vaste monde. Et tout le reste, tout ce qu'il y a avant, constitue la gestation. Le premier chapitre de l'ouvrage correspond à une fécondation. Vous avez une rencontre entre les deux porteurs du projet, et cette rencontre aboutit à une petite graine qui petit à petit va se développer jusqu'à aboutir à ce qui va pouvoir naître. Et donc on est en train d'examiner la vie prénatale d'une sorte d'être biologique étrange qui vit dans le monde des idées, porté bien sûr par des cerveaux humains. On va le voir se développer l'être dans les cerveaux humains en question, on va le voir se développer dans des conversations, on va le voir se développer aussi dans des écrits. Et on va le voir passer par différents stades. Petit à petit, par exemple, dans la forme écrite, même si on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, on verra que la forme du théorème, alors qu'il est à l'état de vague plan,
est complètement différente de celle qu'il a au moment où il est presque sur le point de tenir debout, quoi. Le premier titre de l'ouvrage, c'était « Naissance d'un théorème ». C'est ça que j'avais en tête. Et puis, Grasset a tiqué sur le titre en disant « c'est pas bon, ça leur plaisait pas ». Et je comprends que ça leur plaisait pas effectivement, c'était pas terrible. Mais ça décrivait bien ce que ça voulait dire. Je suis passé par la suite après, alors il y a eu beaucoup de suggestions, ils ont fait plein de contre-suggestions que j'ai toutes refusées, puis finalement, je suis arrivé à Théorème vivant, qui a recueilli l'assentiment. Théorème vivant, il a ça de bien que c'est un titre ambigu déjà, correspondant bien à une œuvre qui est assez ambiguë, qui est une œuvre un peu, qui, en tout cas pas une œuvre scientifique, pas une œuvre précise au sens où on l'entend d'habitude. Et puis, Théorème vivant, ça insiste sur le caractère biologique, vivant, de cet être qui va commencer à se développer. Ça insiste aussi sur le fait que les idées mathématiques, les contours de la science sont portés par des êtres vivants, les mathématiciens, et que c'est à ce niveau-là que les choses importantes se jouent. Ça insiste en même temps sur le fait que la discipline mathématique, contrairement à ce qu'on peut croire, est vivante au sens qu'elle évolue sans cesse, par petits pas et par grands pas, et puis en se redéfinissant, en reconsidérant les agencements de ces différentes composantes. On considère qu'il se démontre chaque année dans le monde plusieurs centaines de milliers de théorèmes. Certains sont oubliés tout de suite, certains seront lus par une personne et c'est tout, d'autres seront lus par des milliers de personnes, certains entreront dans l'histoire, vous avez comme ça toutes sortes de destins différents. Ils ont des relations les unes avec les autres, certains sont faux bien sûr, et ainsi de suite. Il y a donc une vie considérable de cette discipline malgré ce qu'on pourrait croire. L'analogie qui me guidait et la relation qui a fini par emporter ma conviction pour le titre, c'était le souvenir d'un ouvrage que je lisais quand j'étais enfant, qui s'appelait Désert vivant, un ouvrage illustré de Walt Disney, dans lequel vous voyez toute la vie qu'il peut y avoir dans un désert quand vous regardez du bon côté au bon endroit. Un désert, on s'imagine comme une étendue aride et sans aucune vie, mais on sait bien que ce n'est pas vrai du tout. En tout cas, les spécialistes le savent. Et c'est pareil en mathématiques, on a l'impression, si on n'y connaît rien, que c'est une discipline morte, conclue il y a des centaines d'années et qui n'a pas évolué depuis, et qui constitue un enseignement rébarbatif indispensable pour faire d'autres choses. Et on sait bien, quand on est spécialiste, à quel point c'est vivant, inventif, ingénieux et en perpétuelle évolution. En ce sens, il y avait ce parallèle entre le désert et le théorème et les idées reçues qu'on s'en fait. Parmi les choses qui ont été jugées intéressantes dans le livre, il y avait certains choix radicaux qui ont été faits. Premièrement, et je pense que c'est une première dans un livre destiné au grand public, ou presque, j'y reviendrai, il n'y a aucune triche, au sens où tout est présenté tel que ça a été, du moins tel que je l'ai senti. Les formules mathématiques en particulier sont présentées sans maquillage, sans atténuation, sans concession. Au lieu de simplifier les choses, comme quand vous adressez à un enfant, d'employer des mots plus simples pour qu'il puisse comprendre, on va au contraire employer des gros mots sans chercher à les expliquer. Il y a plusieurs buts là-dedans. L'un, c'est de montrer un témoignage exactement comment c'est en vrai, la vie du mathématicien, sans simplifier, sans atténuer, et en prenant le lecteur comme un père, on va dire, pas comme quelqu'un à qui on simplifie les choses pour qu'il comprenne, mais en lui montrant comme un témoignage, comme si on était dans la pièce à côté, qu'il pouvait assister à notre dialogue. Un autre but, c'était d'empêcher à tout prix le lecteur de chercher à comprendre les énoncés mathématiques. Le but étant que toute l'attention, tout l'espace mental du lecteur soit concentré sur le reste. Les aspects d'interaction vivante, les aspects sociaux, les aspects géographiques, les aspects politiques, ou tout ce que vous voulez, mais tout ce qui n'est pas l'objet en soi de la science, tout ce qui va autour et qui fait que la mathématique est une question sociale autant que scientifique. Ce deuxième choix reprend, même si je n'en avais pas conscience à l'époque, mais il est très clair que j'ai été influencé par ce que je connaissais de ces textes, les textes d'Henri Poincaré, qui datent d'il y a environ un siècle, dans lesquels il évoque son travail de genèse d'idées mathématiques et la façon dont l'illumination peut surgir. Et il explique au début de son texte, je vous demande pardon, je vais employer des noms barbares, vous ne les comprendrez pas, mais ça n'a pas d'importance, ce qui compte sont les situations, les circonstances, et non l'objet de la recherche. D'autres
D'autres principes qui étaient importants dans cet ouvrage, c'était dévoiler le travail en équipe, d'abord pour contrebalancer l'obsession médiatique classique de singulariser des héros, qui est une obsession qui se comprend. On a besoin de héros et ça fait partie de notre construction de mythologie et de l'histoire. Mais il est important de toujours prendre garde qu'en même temps qu'on a des héros, les héros ne sont jamais seuls, ils s'appuient sur le travail des autres, ils s'appuient en équipe de la même façon que ce ne sont pas les généraux qui gagnent des guerres, mais leurs armées. N'empêche que sans général, l'armée perd la guerre. Et de la même façon, quand vous avez un projet qui est porté par un mathématicien reçoit une récompense, et ainsi de suite, mais à travers ça, c'est un travail d'équipe qui se retrouve distingué. En l'occurrence, il y avait là la relation extrêmement étroite qui s'était établie entre Clément Mouot et moi-même. Et comme je l'explique bien dans l'ouvrage, il s'agit vraiment d'un travail où les mérites sont partagés à égale proportion entre tous les deux. Il y a des moments où le projet s'écroulerait sans la contribution de l'autre. Et puis, au-delà de juste cette interaction, il y a le rôle de tous les autres. Les rencontres, un jour on va rencontrer un tel, et puis ça va faire repartir la machine. Un jour on va donner un séminaire, et l'expérience qu'on gagne en donnant le séminaire va servir à améliorer le résultat. De sorte qu'à la fin, c'est le travail d'un travail collectif qui est fourni dans cet ouvrage. Et donc cela, je le dévoile dans l'ouvrage sans aucun phare. Je dévoile aussi quelque chose dont on parle plus rarement, qui sont les errements. Les erreurs et le fait que le processus, c'est pas on réfléchit à trouver la solution et on arrive à puiser dans son expérience pour résoudre le problème. La question, c'est de faire des essais, de voir qu'on s'est trompé, de recommencer, de changer encore, et ainsi de suite. Tout le monde connaît certaines anecdotes, comme quoi des erreurs célèbres ou des accidents, des hasards, mènent à la découverte des antibiotiques ou de la radioactivité ou de qui sait quoi. Mais on n'a pas forcément conscience à quel point c'est omniprésent dans le processus. Presque à chaque fois, il y a quelque chose, il y a une erreur qui se produit, et puis on va reprendre de plus belle. Bref, tout montrer, c'était le but. Également, montrer toutes les situations possibles. Mais les montrer à travers une histoire qui agit comme fil directeur et qui donne une certaine motivation pour avancer dans l'ouvrage. On ne se rend pas forcément compte quand on lit, on a l'impression qu'il y a une unité. Et une unité derrière, c'est le théorème que les personnages s'évertuent à mettre au monde. Mais derrière, il y a un peu toutes les situations sociales dans lesquelles on peut se retrouver quand on est mathématicien ou plus généralement quand on est chercheur. Une discussion à deux à bâton rompu, un programme de travail avec des vérifications systématiques, un séminaire dans lequel on expose ses résultats à un laboratoire, un colloque dans lequel on se retrouve entre spécialistes, un cours qu'on va donner, une discussion au déjeuner, un peu toutes les situations qui sont envisageables se retrouver. J'avais fait attention, en préparant le plan, de vérifier que chacune des situations auxquelles je pouvais penser se retrouve dans cet ouvrage. Et évidemment, pour cela, j'avais choisi pas n'importe quel résultat, mais un résultat dont l'histoire avait été particulièrement mouvementée, qui était associé aussi à différents lieux, et qui coïncidait aussi avec la période de ma médaille Fields. D'autres choix sont arrivés au fur et à mesure de l'élaboration de l'ouvrage. Dans l'environnement du chercheur, pas seulement parler des personnes, mais parler aussi de l'environnement immatériel, les lieux, l'état d'esprit dans lequel vous êtes dans tel ou tel lieu, les lectures, la musique, ce qui peut vous passer par la tête, tout ce qui est extra-mathématique mais qui peut-être participe à l'intuition sans qu'on s'en rende compte, le thé, qui sait quoi, toutes sortes de choses. L'idée aussi de mettre des citations, des poèmes, des choses qui ne participent pas directement à l'ouvrage, mathématique, mais qui entrent en résonance avec le texte, soit parce que ça peut être une chanson que je vais écouter alors que je suis en train de travailler sur le texte, ou qui se trouve dedans, soit un texte qui entre en résonance avec certains éléments du texte, certains mots-clés qui se retrouvent dans un poème, et hop, je vais mettre le poème, avec l'idée de reproduire comme ça le genre de confusion ou d'association d'idées qui peut se trouver dans votre tête quand vous êtes en train de réfléchir. Quand vous réfléchissez, on ne sait pas trop ce qui se passe dans votre cerveau, mais de temps en temps, vous voyez quelque chose, ça vous fait penser à quelque chose d'autre, et ainsi de suite. Et c'était une façon, juxtaposer ces textes, d'évoquer cette confusion créatrice qui caractérise
le travail du cerveau en réflexion, sans pour autant le faire de manière explicite ou avec de gros sabots. J'y ai ajouté à tous ces... Donc il y a ces... Et puis sur la forme, il y a un plan d'ensemble qui a émergé dans lequel chaque chapitre consistait en un récit suivi d'une digression ou de plusieurs digressions qui pouvaient être soit un élément cité dans le texte, un morceau de plan, des échanges de mails. Les mails, ça c'est extrêmement personnel, il y a un côté même voyeur dans les mails. C'est pas destiné à être rendu public, les mails. À la fois c'est technique, mais c'est pas comme un article scientifique qui est destiné à être publié. C'est quelque chose qui est destiné à rester entre vous, c'est votre langage. C'est de loin, pour les traducteurs en langue étrangère, la partie la plus délicate de mon ouvrage, là, les mails. Donc il y a des mails, un coup il va y avoir des chansons, un coup ça va être des poèmes, un coup des morceaux d'histoire, des sortes d'intermèdes culturels, dans lesquels on va parler de l'histoire de tel mathématicien qui rencontrait, ou l'histoire de tel théorème qu'on a évoqué, ou l'histoire de tel concept, et ainsi de suite. Et donc un certain mélange qui participe aussi, qui renforce aussi cette confusion, tout en s'inscrivant dans une certaine forme fixée. Quelques éléments en plus, des citations non référencées que j'ai ajoutées ici et là, il y en a quelques-unes dans le texte, dans lesquelles je ne dis pas de quoi il s'agit, mais il y a une citation qui fonctionne comme une sorte de clin d'œil pour le lecteur qui la connaît. C'est grâce à l'une de ces citations que je suis ce soir parmi vous, comme je l'ai expliqué en réponse au mail d'invitation. Dans le message qui m'était adressé, il y avait une invitation, quelques éléments sur ce festival, et puis des remarques sur mon livre. Et j'ai répondu, je suis débordé, quand j'ai reçu votre message, j'ai cherché qu'est-ce que j'allais trouver pour me défiler. En ce moment, j'ai peut-être une centaine d'invitations en retard ou quelque chose comme ça. Et puis ce qui me pousse à vous accepter, c'est d'une part que vous êtes légitime dans la durée. Ça a été rappelé, c'est important, c'est un festival qui dure depuis une quinzaine d'années maintenant, pour donner la parole à des scientifiques. Et d'autre part, la petite référence que vous avez repérée au Roi et l'Oiseau. Il y a un moment dans l'ouvrage où, quand je mets mes enfants à coucher, j'écris dans le texte « Dormez, petite merveille, il fera jour demain ». Le lecteur initié voit bien qu'il s'agit d'une référence au Roi et l'Oiseau, la berceuse de l'oiseau, la façon dont il berce ses petits-enfants. Et ça agit comme une sorte de clin d'œil complice. Et le fait que dans le message d'invitation, il m'ait été renvoyé référence au Roi et l'Oiseau, ça m'a rendu tout de suite sympathique de cette invitation. Ce genre de choses, par-ci par-là, ça a quelque chose d'intéressant. Je vais vous lire un petit mail que j'ai reçu d'un des lecteurs. Alors, j'ai invité les lecteurs à recevoir des mails, j'en ai reçu des centaines. C'est très intéressant. En voici un. Bonsoir, je voulais juste vous remercier d'avoir partagé votre aventure au travers de cet ouvrage. C'est un lecteur qui m'est complètement inconnu. Pourtant, ayant feuilleté les premières lignes au soir du réveillon, l'affaire était loin d'être gagnée et je prédisais à votre livre une fin anonyme à côté d'un triste tropique sur une étagère. Comme pour ce dernier, je ressentais une distance entre nos univers trop importante pour que je puisse m'accrocher. Les théorèmes et démonstrations se succédaient comme les descriptions dans un livre de M. Lévi-Strauss. Puis une simple phrase m'a fait changer d'avis. Pour des histoires que j'aime bien, j'ai parfois pris du retard, mais c'est rien. Les gens dans l'audience qui identifient la phrase, c'est de qui? Où est-ce que je l'ai piqué cette phrase? Pour des histoires que j'aime bien, j'ai parfois pris du retard, mais c'est rien. Oh, vous connaissez pas, c'est un vers d'une chanson de William Scheller. Je cours tout seul. D'un coup, je continue la lecture du mail, d'un coup vous êtes redevenu humain, et nous avions un point commun, William Scheller. La suite de votre livre s'est lue si rapidement, je n'ai pas tenté de comprendre vos démonstrations, j'ai triché, et me voici le 27 décembre à vous écrire, en ayant tout d'abord regardé s'il était possible de se procurer un Gombox. Félicitations pour vos prix et récompenses, bonne continuation, cordialement. Voilà, vous voyez, c'est intéressant ce genre de réaction. Et là on voit comment, avec la petite pépite que j'ai insérée, qui va être comprise que par une fraction des lecteurs, vos réactions. Il y a quand même un fil qui se tisse avec certains des lecteurs. Il y en a d'autres dans l'ouvrage. Par exemple, il y a un moment où je m'écris 1000 pompons. Qui peut me dire d'où ça sort, 1000 pompons?
Les pompons. Voilà. Orthomètre. Ok, alors, comme vous le voyez, un ouvrage formé d'éléments assez particuliers, avec un équilibre subtil, qui a dérouté certains, mais qui globalement a été considéré comme réussi. Les critiques ont été très bonnes dans l'ensemble. Les mails que je reçois, ils sont à 99% positifs. J'ai reçu deux critiques, deux commentaires négatifs en tout. Alors, entre parenthèses, j'ai pu le voir, les critiques, quand vous recevez des choses, c'est beaucoup plus positif que ce que les gens postent sur Internet. La règle générale, c'est quand vous êtes content, vous écrivez à l'auteur, quand vous n'êtes pas content, vous publiez partout. C'est comme ça. Les formules, je vous ai dit, donc, un thème général qui était montrer la recherche telle qu'elle est, avec les formules telles qu'elles sont, les mails tels qu'elles sont, les échanges tels qu'ils sont, et ainsi de suite. Et plusieurs paradoxes. D'une part, montrer les choses entre spécialistes et en même temps le destiner à du grand public. Et puis un deuxième paradoxe qui est le faire sous une forme quelque peu romanesque, et c'est publié dans une collection littéraire, en même temps tout est exact. Et puis derrière quelque chose de sociologiquement important, je dirais, montrer le processus de la recherche en amont de l'histoire qu'on a l'habitude de voir, avant la publication, et le processus chaotique avec ses allers-retours, le rôle de la chance et ainsi de suite, le rôle de l'environnement du chercheur, que ce soit les lectures, la musique, la famille, les collaborateurs, les laboratoires de recherche et tout cela. Un portrait de ce que fait un mathématicien. Et puis, important, je dirais, s'il s'agit de parler du métier, insister à la fois sur le côté que ça peut avoir d'exotique, la vie du mathématicien avec les objets sur lesquels il travaille, et ainsi de suite, et en même temps le côté proche, avec des choses qui montrent que le mathématicien il fonctionne comme un autre. C'est là l'un des enjeux de ce genre de citation à la William Scheller. Ce livre, j'arrive un peu au bout de ce que je voulais dire sur l'ouvrage. Ce livre, on peut le voir aussi comme un point d'entrée, pour beaucoup de lecteurs, je pense c'est comme ça, avec une possibilité d'approfondir dans plusieurs directions, une fois qu'on a été appâté. Ce livre s'adresse à un public qui n'est pas le public habituel, qui s'occupe de vulgarisation. D'ailleurs, les quelques critiques que j'ai pu voir ici et là, c'est précisément ça, un besoin de comprendre davantage l'objet, des lecteurs qui veulent comprendre davantage ce qu'est l'objet de la recherche. À quoi je réponds, c'est pas la forme, c'est pas le but de cette forme-là. Des exposés de vulgarisation, j'en fais de nombreux, vous pouvez les trouver sur Internet, c'est un exercice différent. Celui-ci vise à toucher un public qui ne se serait pas intéressé naturellement. 4 types de directions de développement possibles sur lesquelles on pourrait discuter longuement, mais je vais me contenter de les ébaucher. L'une, c'est la question de la discipline mathématique. Qu'est-ce qu'on peut en dire en tant que discipline, au-delà du corpus lui-même? On peut parler de la discipline mathématique à travers son histoire, ou à travers l'histoire des mathématiciens, et précisément les héros, les Gauss, Newton, Coriolis-Scalia et tout ce qu'on veut. On peut en parler à travers les motivations, les applications, les usages qu'on en fait. Pourquoi les mathématiques, ça a été important pour construire des ordinateurs, pour reproduire le mouvement des fluides dans les films ou dans les simulations météorologiques, pour communiquer, toutes sortes de choses. Parler de la structuration des mathématiques en différentes sous-disciplines, pourquoi l'analyse, c'est pas pareil que l'algèbre, c'est pas pareil que la géométrie, les tournures d'esprit différentes que ça représente, les outils différents, les approches différentes, et puis tout ce qu'on pourrait appeler la géopolitique mathématique, le jeu entre les différentes cultures, les écoles, les pays, les universités, les histoires, les traditions, pourquoi la France est un pays aussi fort en recherche mathématique, l'un des tout meilleurs dans le monde, pourquoi Paris c'est la ville dans laquelle il y a le plus de mathématiciens dans le monde, et ainsi de suite. Des choses comme ça qu'on pourrait évoquer. Pourquoi c'est un avantage stratégique, important, ce genre de choses. Une deuxième direction, et là-dessus par exemple, je donne juste une piste pour ceux qui sont intéressés, il y a un ouvrage collectif que j'ai fait, dont je suis co-auteur dans la collection 360, édition La Ville Brûle, ça s'appelle Mathématiques en liberté.
que j'ai aucun souci à vous recommander parce que je ne touche aucun droit d'auteur là-dessus, Mathématiques en liberté, dans lequel vous trouverez tous ces éléments décrits à travers une discussion à plusieurs voix avec Pierre Cartier, Gerhard Heinzmann et Jean Dombre, et moi-même donc. Sylvestre Huet, le journaliste scientifique de Libération, en modérateur. Deuxième direction dans laquelle on peut développer les choses, c'est la genèse des idées. Là encore, une piste pour ceux qui veulent en savoir plus sur comment j'aime bien présenter les choses. C'est un exposé que j'ai fait dans une conférence TED à l'Olympia. Conférence TED, vous savez, ce sont ces conférences très courtes dans lesquelles des spécialistes s'adressent à du grand public, qui parlait de la genèse des idées, et où je distingue 7 ingrédients dans la création scientifique, dans la genèse des idées plus généralement. L'une, on va commencer par celle-ci dans ces lieux, c'est la documentation, rôle fondamental de toutes sortes de sources de documentation. L'autre, c'est la motivation, élément fondamental, et on voit des fois des gens extrêmement forts intellectuellement qui ne créent pas simplement parce qu'ils n'ont pas la motivation. Un troisième sont les échanges. Tous les éléments que je vais dire, on les retrouve dans mon livre, qui ont un rôle important. Les échanges, les communications, qui vous permettent de former un complexe, une sorte d'intelligence collective avec vos collaborateurs. L'environnement aussi est important, un environnement dans lequel vous allez pouvoir exposer vos idées, recevoir des simulations, rencontrer des gens. Les contraintes sont souvent un élément important de la créativité. On le voit souvent dans les exemples artistiques, que ce soit en peinture, que ce soit en musique. Dans ma conférence TED, je citais des exemples comme les ouvrages de Pérec ou les pièces musicales de Ligeti. Également les contraintes, que ce soit dans un travail de recherche. Dans un travail de recherche, ça peut jouer un rôle important pour vous forcer à trouver des idées intéressantes. Le mélange de travail persévérant et d'illumination qui va surgir sans que vous vous y attendiez. C'est comme ça que ça marche, le travail. C'est ni un travail continu, raisonné, ni une attente pure de l'illumination. C'est une combinaison des deux. Et puis, la persévérance qui va devoir s'agrémenter de chance ici ou là. Sinon, vous n'y arrivez pas. On retrouve donc tout ça dans mon livre et chacun de ces thèmes peut faire l'objet d'un développement. Troisième direction dans laquelle on peut développer et qui est l'une des motivations de cet ouvrage, c'est la question de la vocation et comment faire en sorte que des gens, par rapport à une discipline donnée, une discipline de spécialistes qui concerne un petit nombre de gens, comment faire en sorte que le grand public d'abord ait de la considération pour ces gens, que ce soit des métiers qui fassent rêver les jeunes, qui leur inspirent de l'intérêt. Avec quelque chose d'important que j'évoquais tout à l'heure, un mélange d'exotisme et de proximité, qui sont les conditions pour que vous vous sentiez attiré par une certaine carrière. J'en perds pas d'occasion d'expliquer publiquement à des jeunes autant que possible combien les métiers scientifiques sont de bons métiers, combien c'est, par exemple, je cite ce classement du Wall Street Journal avec tous les métiers du monde dans lesquels les métiers scientifiques sont pour beaucoup dans les premières places, mathématicien en numéro 1 d'ailleurs, et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Là, je reviens tout juste du Maroc, hein. J'ai passé 4 jours à faire des conférences, des exposés, 7 exposés en 4 jours, avec en particulier un accent auprès des jeunes pour leur parler du métier de mathématicien. Dernière direction possible, c'est l'interaction entre scientifiques et médias. À travers cet ouvrage, j'ai été exposé considérablement. C'est délicat l'interaction scientifique-média, hein. C'est délicat, ça se travaille, des fois vous arrivez à de très bons résultats, des fois vous arrivez à des choses qui vous laissent avec vraiment une douleur au cœur. J'ai un petit texte sur ma page web que j'ai écrit qui s'appelle « De la mathémédiatique », dans lequel je parle de certaines expériences réussies, certaines expériences calamiteuses. Il y en a une qui arrive tout juste là ce matin, en rentrant du Maroc, je découvre que Ciel et Espace met un titre très provocateur pour illustrer une interview de moi qui va valoir plein d'ennuis. La matière et l'énergie noire, je n'y crois pas, c'est marqué en gros. C'est un truc que j'explique dans l'interview en disant personnellement, d'abord je disais personnellement, je n'y crois pas, ici et cela, etc.
en expliquant bien que je ne suis pas spécialiste, et voilà comment on fait ça en gros titre. Là, ça va me falloir plein d'ennuis de la part de mes collègues, je le sens. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation, et je vous remercie.